comme j'ai dit, il y a des personnages comme, on va passer aux alliés de Matt Murdock, mais le personnage de Kristen McDuffie, c'est là que, comme j'ai dit, c'est que cette série s'inspire de beaucoup de comics. On a l'arc récent des comics avec Devil Reign, l'arc où Kyle Delmer, l'arc Muse. Tout cet arc-là vient des années 2018-2020 à peu près. La séquence où Bullseye tombe par terre, qui est un élément des comics de Frank Miller également. Tu as le personnage de Heather Glenn, qui est un personnage qui provient des années 70-80 de Daredevil. Puis tu as le côté, tu as le fait que tu as Matt Murdock qui démarre une nouvelle vie avec une nouvelle collègue d'avocate, un nouveau cabinet avec Kristen McDuffie, qui s'inspire plus des runs de Charles Soules, qui est un run où tu as Matt Murdock qui va déménager à San Francisco, quitter sa vie de New-Yorkais et donc démarrer un nouveau cabinet d'avocats avec Kristen McDuffie comme dans cette série-là. Sauf que là, dans cette série-là, comme Matt Murdock est un personnage qui est beaucoup trop proche de New York, il reste à New York cette fois-ci, et donc c'est Karen qui part à San Francisco cette fois dans cette version-là, mais on reprend des éléments du comics de Charles Soule, tout en ayant un côté quand même beaucoup plus dark, parce que les comics de Charles Soule sont très très ambiqués à l'humour et au côté très très charmant de Daredevil. Là on est quand même sur quelque chose de plus dark, mais on s'inspire de ça avec le personnage de Kristen. Et puis on s'inspire également de la mort de Foggy dans les comics de Brian Michael Bendis, où dans ce comics-là, tu as Foggy qui se fait tuer par Vanessa, donc il se fait attaquer dans une prison, je crois, mais plus tard on découvre qu'il est vivant et qu'en fait il avait été mis sous protection de témoins. Bon là, dans cette série, après, il est vraiment mort, a priori. D'ailleurs, dommage qu'il n'ait pas ramené en flashback pour le final, ça aurait pu être cool, mais après Eldon Henson devrait revenir en saison 2, en tout cas ce serait cool, parce que Foggy reste quand même une belle partie quand même de l'univers de Daredevil, malgré sa mort, même si sa mort ne me dérange pas, il reste assez bien foutu et nécessaire dans l'intrigue de la série. Et puis il y a aussi le procès de White Tiger de Hector Ayala qui vient aussi des comics de Brian Michael Bendis également, sans compter l'arc des flics avec le Punisher également qui est introduit également dans cette saison. Donc on est sur une saison qui s'inspire un peu de toutes les périodes de l'histoire de Daredevil en termes de comics. Et je trouve ça très très cool, honnêtement. Je trouve que c'est un truc très très plaisant de voir plein d'éléments des comics de toutes les époques de Daredevil être adaptés pour créer une saison qui est très fidèle au lore du personnage. Ça c'est cool. Mais malheureusement, c'est comme j'ai dit en sans spoiler, c'est peut-être aussi le témoignage d'une saison un peu bancale en termes de structure et d'arc narratif, avec des arcs qui sont moins satisfaisantes que d'autres, notamment on a le personnage de Kristen McDuffie, qui pour moi, je trouve que j'ai l'impression de voir un peu le même personnage que l'avocate de She-Hulk, qui s'appelait Ginger, je crois. Je trouve que c'est un peu le même personnage, dans le sens où ce personnage-là est pas du tout développé, quoi. C'est que on développe un peu le côté un peu cool du perso quand elle parle avec Foggy dans le premier épisode. Ensuite, c'est juste un personnage PNJ qui est juste là pour le décor, en fait. Elle fait pas grand chose. Et c'est vraiment à la fin de la saison, quand t'as le nouveau tournage qui arrive, que là on commence à s'intéresser à elle. Du coup, on a cette séquence où elle est en train de se poser des questions sur pourquoi Cherry et Matt Murdock lui cachent des choses. Et elle qui commence à se disputer avec Matt, et Matt qui commence à lui lâcher toutes ses vérités. Donc à la fin, on la développe plus, et je sens qu'on va beaucoup plus la développer par la suite. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, Foggy en un seul épisode était beaucoup plus développé, beaucoup plus attachant que elle. Elle, pour le coup, on ressent très très peu de choses, et malheureusement elle est complètement sous-développée à cause de l'ancien tournage qui l'a traité comme un PNJ, exactement comme le personnage de Cherry, parce que Cherry, honnêtement, ça aurait dû être le personnage de Brett Mahoney, en fait. Parce que Brett Mahoney, c'est le flic qu'on avait suivi durant toutes les séries Netflix, et notamment Daredevil, et je pense que le rôle lui aurait bien mieux plu aller, parce que le truc c'est que Cherry, quand on le voit dans la série, on dirait que c'est un mec qui a toujours été là, genre c'est le flic qui va prendre sa retraite, tout le monde l'aime, il est super cool, etc. Alors que nous, on l'a jamais vu, on sait pas qui c'est ce mec, on s'en fout de ce mec. Au final, on se rend compte que c'est un mec qui va découvrir que Matt Murdock est Daredevil, va garder le secret pour lui, et va tout faire pour que Matt reste Matt, et pas Daredevil. Ce qui est quelque chose qui serait très cohérent avec Brett, parce que Brett, en vrai, dans la série Netflix, ok, quelquefois il s'alliait aux héros, certes, mais il avait quand même beaucoup de réserves envers les justiciers, quoi. Donc Brett, pour moi, ça aurait été très très cohérent d'avoir eu un Brett qui aurait connu l'identité de Matt, qui aurait rendu un peu hommage à son ami Foggy, vu qu'il était très très pote avec Foggy, et qui aurait tout fait pour que Matt ne redevienne pas Daredevil. Donc le truc, c'est que ce personnage-là est en fait assez dispensable, parce qu'il remplit un peu le rôle de compas moral de Foggy, mais au final, c'est Brett qui aurait dû avoir ce rôle-là, quoi. Après, moi, je pensais que c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant, parce qu'il m'a beaucoup fait penser à Ben Urich, aussi. Dans les comics, Ben Urich, c'est un peu le commissaire Gordon de Daredevil, et lui, dans les comics, découvre l'identité de Daredevil, et va se servir du fait qu'il connaît son identité, pour s'allier à lui, pour faire tomber la corruption, en fait. Et je pensais qu'ils allaient faire un truc similaire avec Cherry, c'est que Cherry connaît l'identité de Daredevil, mais au final, lui, il aime pas ça. Lui, il va juste, pendant toute la série, il va convaincre Matt de rester Matt Murdock. Et il va quelquefois l'aider dans ses missions d'enquête, ce qui peut faire penser un peu à Ben Urich des comics. Donc, il m'a un peu fait penser à Ben Urich des comics, qu'est-ce qui se serait passé si Ben Urich était encore vivant dans la version du MCU, du coup. Pour le coup, je crois que c'est le seul qui n'a rien eu de plus par rapport aux autres personnages. Vraiment, c'est juste le personnage chiant qui va engueuler Matt à chaque fois pour lui dire de ne pas reporter le costume. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, le mec, il a tort, et à la fin, il accepte de rejoindre l'équipe de Daredevil à la fin. Donc c'est assez marrant de voir ça.
Mais en vrai, c'est un personnage qui est assez antipathique, c'est qu'il fait pas grand-chose, il a pas grand-chose d'intéressant, l'acteur a pas grand-chose à jouer, et sur Twitter, je sais qu'il y a plein de personnes qui le détestent, et ça m'a pas mal fait rire, mais c'est vrai que ce personnage-là, c'est le vide absolu, quoi. C'est une vraie déception, on aurait pu faire quelque chose d'intéressant, je sais pas, ou le remplacer par Brett, comme j'avais dit, mais chérie, oubliable de fou. Je pense que le personnage le plus développé du côté Matt Murdock, c'est clairement Heather Glenn, donc sa nouvelle love interest. J'ai trouvé que leur relation marchait plutôt bien, c'était une relation qui était naturelle, quoi. C'est que ils se sont rencontrés, puis le courant a passé, et puis ça marche bien. Je trouve que l'actrice est assez charismatique. Je trouve qu'elle a quand même une aura, quand même. Elle a un côté un peu charismatique, je trouve. Donc je trouve qu'elle est plutôt bien dans son rôle. Après, pour le coup, elle n'a rien à voir avec la Heather des comics. Il faut savoir que Heather dans les comics, c'était l'une des love interest, parce qu'il faut savoir que Matt Murdock a plein de love interest différentes. C'était une love interest de Matt Murdock qui était fille d'un homme riche. Donc elle était riche, mais elle était extrêmement dépressive, et dans sa dépression, Matt Murdock aussi l'encourageait dans sa dépression. Et au bout d'un moment, dans les comics, Heather se suicide, et Daredevil s'en voudra à vie de se sentir coupable de son suicide. Là, rien à voir. Rien à voir. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu une version améliorée du personnage de Nicole Kidman, la thérapeute de Batman Forever, sauf que cette fois on est sur quelque chose d'un peu plus ambigu, un peu plus développé, je trouve, et ça marche pas trop mal, je trouve. On se sert de ce personnage-là comme l'angle d'attaque entre Matt Murdock et Wilson Fisk, et en vrai, comme j'ai dit, c'est plus ou moins cohérent parce que Wilson Fisk l'a probablement choisi, elle, par rapport à son lien avec Matt Murdock, pour s'approcher de Matt Murdock. Par contre, le point qui est pas cohérent, c'est avec Muse, parce que Doo, c'est la meuf de Matt Murdock, c'est la thérapeute de Fisk, et en plus, c'est la thérapeute de Muse. Genre, le hasard fait bien les choses quand même. Donc là, c'était l'une des nombreuses facilités à évoquer, par exemple. De toute façon, je vais en oublier plein, mais il y a quand même pas mal de facilités, comme je vous l'ai dit. Et moi, je trouve que l'actrice marche bien, je trouve que leur relation marche bien, une relation amoureuse qui marche bien, et j'aime bien l'idée de l'opposition entre les deux, c'est que t'as elle qui est très intéressée par la psychologie des justiciers, qui écrit un bouquin sur les justiciers, sur le fait qu'ils portent un masque les rend faibles. En plus, je crois que son bouquin ça s'appelle Une vie sans peur, un truc comme ça, ce qui est une référence bien sûr au fait que Daredevil se prénomme l'homme sans peur. Bon, on a également la référence à la fin avec le côté la ville sans peur que dit Daredevil à la fin, donc tout le côté sans peur qui vient des comics bien sûr. Et du coup, c'est intéressant de l'avoir été confrontée un peu à cet univers du justicier là où elle veut interviewer le Punisher, elle veut interviewer Muse, et à la fin elle se fait kidnapper par Muse, et on voit que même si Daredevil la sauve, elle n'a aucun respect pour Daredevil. La meuf est tellement têtue que même quand t'as le caïd qui va s'approprier le fait qu'elle ait tué Muse pour dire qu'en fait c'était sa task force qui a tué Muse, au lieu d'être dégoûtée que le caïd mente sur la situation, elle va l'applaudir, genre. Et ça, pourquoi j'ai trouvé ça quand même un peu forcé, c'est que c'est toi qui as tué Muse, et lui il va mentir sur ton histoire en disant que c'est les flics qui l'ont tué, alors que non. Je trouve que c'est quand même un manque de respect de sa part, et elle le prend bien. Donc je trouve ça hyper bizarre. Mais je trouve qu'elle est quand même moyennement bien écrite, le personnage quand même. Mais autant la relation avec Matt marche plutôt bien, mais autant c'est intéressant de voir un peu la déconstruction, c'est que plus Matt redevient Daredevil, ça qui est marrant, c'est que plus Fisk devient le caïd, plus le personnage gagne en pouvoir et plus il est heureux, et plus Matt devient Daredevil, plus il perd tout ce qu'il a autour de lui. À commencer par Heather, c'est que plus il devient Matt, plus il devient Daredevil, plus il devient distant de Heather, et plus Heather commence à se séparer un peu de lui. Et donc je trouve que c'est un point qui devient assez intéressant jusqu'à le moment où il l'appelle Karen sans faire exprès quand il se réveille, où on sent que oui, Daredevil n'a jamais fait table rase de son passé, il est toujours obsédé par la mort de Foggy, par le départ de Karen, et moi j'ai adoré cette séquence où il dit à Heather qu'il trouve que toute cette vie-là est fake, tout est faux. J'ai trouvé qu'il y avait un côté très très méta sur le fait que oui, durant 3-4 épisodes, on se tape une série où il y a des personnages qui n'ont aucun charisme, qui sont pas du tout développés, et on se fait chier. Vite, ramenez-nous le nouveau tournage. Ça m'a beaucoup fait penser à ça quand t'as Daredevil, quand t'as Matt qui lui dit ça. Moi, j'ai l'impression que toute cette vie est fake. Sauf toi, bien sûr, t'inquiète, toi t'es pas fake. Mais parce que limite, ça faisait une critique méta sur le fait que la série avait été retournée, etc. C'était assez marrant. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'à la fin, c'est sûr qu'elle va trahir plus ou moins Matt Murdock, et qu'à la fin, du coup, elle devienne la nouvelle députée conseillère sur la santé mentale, donc de la mairie de Fisk, parce que je crois qu'en plus c'est une fonction qui n'existe pas dans la vraie vie et que Fisk l'a purement inventée pour la garder au plus près de lui, genre. Donc j'aime bien la manière dont on l'utilise pour manipuler Matt Murdock. Et en vrai, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là, parce que je trouve que l'idée de la thérapeute un peu opposée au justicier qui est amoureuse de Matt, c'est un truc qui marche bien. Je trouve que c'était pas trop mal foutu, un peu, bon, pas très subtil quand même. Mais je pense que ça peut être très intéressant de voir ça, de l'avoir en tant qu'aïd du caïd, peut-être de l'avoir voir le caïd commettre de plus en plus de choses horribles et de l'avoir se séparer de lui, et peut-être découvrir l'identité de Matt en Daredevil et de voir comment serait sa réaction à ça, et peut-être de l'avoir être utilisé comme une otage par rapport au caïd qui pourrait l'utiliser contre Daredevil. Donc je pense que c'est un personnage qui peut être très intéressant pour la suite en termes de conséquences qu'elle pourrait apporter. Donc elle, pour le coup, avait un développement un peu plus correct, sans que ce soit fou, hein. C'est pas Karen en termes de level de développement, mais
Il y a un petit quelque chose qui était présent néanmoins. Dans les personnages positifs, il y avait aussi le personnage de bébé Yurik, qui est un personnage que j'ai plutôt bien... la fonction était intéressante, c'est que je suis content qu'on apporte enfin du respect à l'univers de Ben Urich. C'est que Ben Urich, comme je dis, ça m'a toujours dérangé que Ben Urich meure dans la série Netflix, parce que Ben Urich, c'est un personnage qui est tellement important dans l'univers de Daredevil. Le mec, il meurt pas dans les comics, c'est le commissaire Gordon de Daredevil, et donc ne plus avoir de traces de la famille Urich de toute la série Daredevil, ça m'avait un peu dérangé. Donc ramener Bibi Urich qui est faire d'elle un peu la succession de Ben, j'ai trouvé ça cool. J'ai même aimé ces petites interviews vidéo qui nous montrent le point de vue des New-Yorkais sur plein de questions intéressantes. Moi, je trouvais que ça marchait bien. Après, à la fois, on peut trouver ça assez factuel et assez fake, dans le sens où on n'arrive tellement pas à nous montrer par l'intrigue que New York est corrompu, donc on est obligé de nous faire des fausses interviews pour que les gens nous le disent ouvertement, quoi. Donc à la fois il y a ce côté-là, mais à la fois je trouve que dans Netflix, dans l'ambiance on ressentait la puanteur de New York, mais on n'avait pas non plus tant que ça l'implication des citoyens de New York. Donc moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé honnêtement, les interviews de bébé Yurik. Après, le personnage en tant que tel, elle n'est pas super intéressante au début, c'est que elle semble un peu tomber, elle semble être un peu manipulée par Fisk pour qu'elle écrive tout ce que lui il veut, et puis elle semble être un peu poteau avec le personnage de Michael Gandolfini, elle sort dans les boîtes de nuit avec lui, etc., c'est des petits jeunes, etc. Et vraiment, c'est vraiment quand t'as les nouveaux réalisateurs qui arrivent que là, on lui donne une épaisseur de plus, au final, on découvre qu'elle est totalement au courant que c'est Wilson Fisk qui a tué Ben Urich, que son oncle, et que donc tout ce qu'elle fait depuis le début, le fait qu'elle cède à certaines des requêtes du caïd, elle le fait de manière à pouvoir atteindre le caïd lentement et sûrement. En fait, elle est maligne, en fait. Elle essaye de le faire tomber de manière discrète, de façon à pouvoir le discréditer et à venger la mort de son oncle. Et moi, je trouve ça cool d'avoir une Yurik dans la série Daredevil. Bon, l'actrice, c'est pas non plus d'un charisme fou, mais pareil, en fin de saison, il y a une flamme qui a été allumée sur ce personnage-là, et j'espère qu'on va réussir à l'exploiter par la suite également, quoi, comme je vous l'ai dit. Donc, potentiel intéressant. Du côté des alliés du caïd, on a le personnage de Buck, qui est un peu le nouveau Wesley. Il faut savoir que dans les comics, Buck Cashman, c'est le personnage de Bullet, qui est un mercenaire qui a bossé pour le gouvernement et qui a bossé pour le caïd, qui est très très bon pour tuer des gens, c'est un ennemi de Daredevil, qui est un peu plus costaud que le Buck de cette série-là. Et honnêtement, j'ai bien aimé ce personnage-là parce qu'il est pas très présent, certes, mais à chaque fois qu'il est présent, je trouve qu'il a un petit charme, un petit charme à la British, en fait. Il y a un petit côté James Bond, j'ai vu. Donc j'ai bien aimé son. Je trouvais qu'il était charismatique, qu'il faisait bien ce qu'il faisait, son rôle. Il avait un rôle fonction, certes, mais il avait un charisme qui marchait bien. Et puis on a commencé à instaurer un peu de mystère sur le fait qu'en fait lui il tue des gens, là où Wesley n'était pas forcément un tueur, on va dire. Lui c'est un fixeur qui tue bien les gens, qui fait tous les sales boulots pour le caïd et qui semble très charismatique et très compréhensif du personnage. En plus il semble tellement lui faire confiance que lui connaît l'identité de Daredevil après Prairie Buck. Et puis il y a son petit charme british qui fait qu'il est très charismatique et très charmant à chaque fois qu'il s'adresse à des personnages. Donc Buck, et même il y a aussi son passé mystérieux qui reste à révéler, qui peut être très intéressant à découvrir. Buck, j'espère que c'est un personnage qui fera plus de choses en saison 2 et j'espère qu'on en découvrira plus sur lui. C'est pas non plus au niveau de Wesley pour l'instant, on l'a pas vu assez, on l'a pas développé assez, mais je trouve que c'est un personnage qui est intéressant. Comme Sheila, le personnage de Sheila Rivera, c'est aussi un personnage intéressant qui est interprété par une actrice qui était dans la série Gotham d'ailleurs. Mais j'ai bien aimé le fait qu'on nous instaure quand même un point de vue réaliste, entre guillemets, du côté meillorial de Fisk, en fait. C'est que Fisk, il est maire, certes, il essaye de tout faire avancer vite, parce qu'à chaque fois, quand il était gangster, quand il voulait faire quelque chose, il le faisait, alors que là, il est obligé d'avoir des lois à signer, des procurations, des conseils à prodiguer. Donc c'est intéressant d'avoir le personnage de Sheila pour représenter tout le système légal de la fonction de maire, en fait, j'ai trouvé ça assez cool. Et c'était intéressant de l'avoir entre guillemets faire chier Wilson Fisk durant toute la première moitié de la série, avec toutes les lois, etc. Et ensuite voir la tendance s'inverser quand Wilson Fisk assume son identité de caïd, et que Sheila se retrouve sous la pression de lui obéir malgré tout ce qu'il fait, malgré le fait qu'il fasse n'importe quoi, qu'il cause le chaos. Et donc ça va être intéressant de l'avoir évolué, parce qu'elle va probablement essayer de... Peut-être... Là, elle a trahi le commissaire à la fin, mais parce qu'elle a peur, je sens, elle a clairement peur, en fait. C'est clairement un personnage qui va très clairement tenter de trahir le caïd, à mon avis, au bout d'un moment, très très clairement. À voir si ce sera au péril de sa vie ou pas, mais ce sera intéressant de dévoiler ça. Autre personnage intéressant, et là pour le coup c'est un personnage que j'ai plutôt bien aimé de bout en bout, c'est le personnage de Michael Gandolfini qui s'appelle Daniel Blake, qui est un personnage qui marche bien parce que déjà il est interprété par un acteur, par le fils de James Gandolfini qui jouait Tony Soprano dans la série Les Sopranos. Donc il y a vraiment ce côté fils du caïd, en fait, c'est le fils du caïd de base qui était Les Sopranos, et là il devient la tutelle du caïd de Marvel, en fait. Donc je trouve ça cool d'avoir ce petit parallèle avec le fait que ce soit le fils de Tony Soprano qui soit l'élève, on va dire, de Wilson Fisk. Et je trouve que ça marche bien, et en plus on sent qu'il y a vraiment les mimiques de son père, tu vois, il y a vraiment son accent bien de la street et tout, son côté, il y a vraiment ce côté mini caïd dans lui que je trouve assez bien.
Et je trouve que c'est un personnage qui a un bon développement parce que c'est le côté fanboy dans cette saison. C'est le fanboy de Daniel pour Whistle, le fanboy des flics pour le Punisher, le fanboy des justiciers pour Daredevil comme News qui s'inspire clairement de Daredevil ou de White Tiger qui s'inspire clairement de Daredevil. Je trouve que c'est un point qui est intéressant et le voir être un giga fanboy de Daredevil, du Caïd, ça marche bien parce que on voit que c'est un gamin, que c'est un jeune et que le mec il fait des conneries. Il va faire une connerie, il va se faire embrouiller par le Caïd, mais il va se faire pardonner parce qu'il est loyal. Et la loyauté, c'est quelque chose que le Caïd retrouve très très peu. Et je trouve ça intéressant de le montrer prendre de plus en plus ses aises et que le Caïd va lui donner un poste extrêmement aisé sur la fin de la saison. Il va s'habiller de moins en moins proprement, il va avoir le col ouvert, il sera beaucoup moins premier élève de la classe en termes de tenue vestimentaire. Et je pense que ça peut être intéressant de voir son développement parce que à la fois, je pense qu'ils se sont un peu inspirés du fils du Caïd dans cette série-là, dans le sens où dans les comics, Vanessa et Wilson ont un fils, un Fisk c'est drôle aussi, ont un fils techniquement aussi, qui s'appelle Richard Fisk, qui va devenir le gangster Rose et qui va essayer de bâtir un criminel aussi puissant que celui de son père. Mais dans le comics Devil's Reign, il y a aussi un autre fils du Caïd qui est introduit qui s'appelle Butch. Et le personnage de Butch, en final, c'est le fils caché du Caïd qui, pendant que lui est maire, va essayer de voler son empire criminel et de devenir le nouveau Caïd en final et de prendre sa relève. Et j'ai l'impression qu'il s'inspire un peu de ce personnage-là pour développer le personnage de Daniel, dans le sens où la version du MCU du Caïd n'a pas d'enfant avec Vanessa, je pense n'a même pas eu d'enfant avant Vanessa parce que le Caïd de Donofrio a tellement ce côté bébé, on va dire, qui fait qu'à mon avis, il a peut-être jamais eu de relation amoureuse avant Vanessa, même, je pense. Donc c'est aussi ça qui marche bien avec ce personnage. D'ailleurs, j'ai bien aimé la séquence où il fait tout pour convaincre Vanessa qu'il a changé, et donc limite il lui supplie comme un bébé. Et donc il y a un côté très très simp sur le personnage du Caïd qui met vraiment Vanessa au-dessus de lui. Pour lui, Vanessa est meilleure que lui et il se comporte un peu comme un gros bébé face à elle qui est beaucoup plus lucide. Mais autant beaucoup pourraient voir ça dans le prisme un peu du côté wokisme, etc. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui a toujours fait partie du personnage du Caïd, donc ça me dérange pas du tout ce côté-là. Donc voilà, le personnage de Michael Gandolfini, honnêtement, je pense que ça peut être très très intéressant de le voir en saison 2, avoir ce rôle extrêmement important, mais en même temps, le mec est jeune, le mec est fourbe, c'est sûr qu'il va faire des conneries, et on verra les répercussions de ces conneries, quoi, je pense. J'ai envie de parler du personnage de White Tiger, qui est interprété par Feu Camar de los Reyes, qui nous a quittés en décembre 2023, ce qui confirme aussi que tout l'arc de White Tiger, parce qu'il faut savoir que le nouveau tournage a démarré en janvier-février 2024, donc l'acteur était décédé avant, donc on sait que tout l'arc White Tiger provient du premier tournage. Je suis très content de voir White Tiger introduit dans la série Daredevil, parce que moi je connaissais surtout la version de Ava Ayala, la fille, la sœur de White Tiger, de Hector, dans le dessin animé Ultimate Spider-Man, et là j'étais cool de les voir introduire le personnage de Hector Ayala, donc d'introduire l'univers de White Tiger, qui est le premier super-héros portoricain. Et pour le coup, j'ai bien aimé ce délire-là, j'ai bien aimé son design, son costume qui faisait street level avec son suite et tout. Son design était assez bien. J'ai bien le fait qu'ils assumaient un peu plus le côté surnaturel où le mec il avait une amulette magique. On t'explique pas d'où ça vient, on t'explique pas qu'est-ce que c'est, mais c'est l'univers Marvel donc c'est normal que ça existe. Donc je trouve que ça marchait assez bien. Et moi je trouvais que l'acteur était très très bon. Malheureusement, je suis très très triste de son décès, malheureusement parce que je trouvais qu'il était très charismatique. J'aimais bien ce côté vraiment héros cinquantenaire, un peu rustique. On sent que c'est un daron, tu vois, mais on sent qu'il a quand même de l'émotion, il a une grande valeur pour sa famille parce qu'il est portoricain, latino, et on sent qu'il a une sensibilité en lui qui est très touchante. En dehors de l'épisode 8, moi je pense que mon épisode préféré c'était l'épisode 3, qui était un épisode qui provenait quasiment que du premier tournage, mais je trouve que c'était un très très bon épisode. J'ai beaucoup aimé l'épisode 3, même si on a beaucoup de facilité scénaristique dans cet épisode-là, notamment le fait que tu es Matt Murdock qui dévoile son identité de White Tiger devant tout le jury, en public en fait. Et je sais que c'est l'univers Marvel, qu'il y a plein de super-héros et tout, mais pour moi ça me paraît quand même bizarre que même s'il est acquitté à la fin, ça me paraît bizarre que le mec ne soit pas inculpé pour violence en fait, pour violence illégale. C'est que le mec c'est un justicier, et le mec tabasse des gens de façon illégale dans la rue, quoi. Donc même si c'est un héros, les gens l'aiment, etc., ça me paraît quand même bizarre qu'il n'ait aucune répercussion par le fait qu'il il en aura une, mais je veux dire par la justice, qu'il n'ait aucune répercussion par la justice du fait que le mec soit un justicier, en fait. Pareil, je trouve ça bizarre qu'il n'ait aucune répercussion sur le fait que les flics aient potentiellement menti sur le fait que White Tiger aurait tué son partenaire, et qu'il n'y ait pas une enquête qui, plus loin, aurait mené la justice à peut-être condamner Powell, par exemple. Donc je trouve que le procès est un peu écrit moyennement bien. Mais il y a des points qui sont super intéressants, notamment la thématique de base de la série qui est l'avènement des justiciers, qui est quelque chose d'assez cool. Moi je trouve ça cool de voir un peu les conséquences de Daredevil qui retombent sur lui, de voir des héros qu'il a inspirés prendre la relève pendant que lui est absent. Et j'ai beaucoup aimé ces discussions avec Hector parce qu'en fait c'était limite une thérapie avec lui-même en fait. C'est que tout ce que disait Hector, c'est que moi quand je porte ce masque, c'est pas juste un masque, c'est une vocation, c'est ma vie, c'est des gens que je dois sauver, quoi. C'est moi en fait, c'est ma vraie identité. Et quand il dit ça à Matt Murdock, Matt Murdock il se reconnaît totalement
en fait, il parle à lui-même. Et ça, je trouve ça super cool en termes d'identité, toute la thématique du masque, en fait. Je trouve que c'est assez fascinant et assez bien développé. Et le personnage de Hector était très très touchant, notamment le fait que sa femme l'ait quasiment quitté en froid à cause du fait qu'il soit un héros, le fait qu'il accorde plus d'importance à cette vocation-là qu'à sa femme, ça je trouve que c'est un truc qui est intéressant. Le fait qu'il ait juste essayé de sauver un gars et que ça lui a conduit dans cette intrigue de tribunal également. Et on sent que c'est un personnage qui a une vie difficile, il s'est fait tabasser, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais il veut aider les gens, il veut aider les plus démunis malgré tout, et on sent que c'est un mec bien, et c'est un personnage qui m'a pas mal touché honnêtement. Quand t'as Matt qui lui révèle son masque, il se sent trahi, et à la fois, c'est super touchant de le voir écouter tous les flics qui disent que lui c'est un super gars, qu'il a sauvé ma vie, etc. Je trouve que c'est un arc qui fait très comics, qui fait très justicier, très Marvel, et je trouve ça très très beau. Et donc pour finir la poésie, il fallait bien évidemment que dans cette séquence où il se fait acquitter, bien sûr le lendemain, il est tellement obsédé, obnubilé par sa fonction de justicier que bien sûr il peut pas prendre sa retraite, et donc il va se faire tuer éventuellement par un flic qui porte le logo du Punisher, donc une mort très très brutale, mais que pour moi est cohérent avec tous les personnages qu'on avait eu chez Netflix, vraiment ces personnages qui finissaient sur une très belle note et qui au dernier moment se faisaient tuer, créant un peu la tragédie de l'univers de Daredevil. Mais franchement, moi j'aimais beaucoup le personnage, il m'a beaucoup touché dans le peu de temps d'écran qu'il avait, et il y avait assez de temps d'écran quand même, vraiment tout le côté où il parle des chants de grenouilles qu'il écoutait quand il était enfant à Porto Rico, et t'as l'épisode qui se termine avec les chants de grenouilles qui remplace la musique du générique de fin. Donc il y a plein d'éléments qui sont bien trouvés. Ma seule vraie déception sur le personnage de White Tiger, c'est vraiment le fait que j'aurais aimé le voir plus en costume et plus de scènes d'action de sa part. J'aurais aimé voir plus de scènes d'action de White Tiger, le voir plus en tenue, plus en costume, etc. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu en White Tiger au final. Et voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que ce comics-là s'inspire du comics de Brian Michael Bendis où pareil, Matt Murdock va devoir représenter Hector Ayala, et à la fin, Hector Ayala va être condamné, va être reconnu coupable par contre, et va se faire tuer par les flics parce qu'il va essayer de prendre un flingue. Donc là, le résultat est différent, mais le point final est plus ou moins le même. Mais c'est vrai que là, je trouve cette fin plus poétique et plus touchante au final que ce que j'ai lu, on va dire, par rapport au comic book, on va dire. Et bien sûr, cela nous mène également à l'arrivée du personnage de Angela Del Toro. Angela Del Toro qui est censée être la future White Tiger également, c'est elle. Et je suis content qu'on mette elle et pas Ava et Ayala, parce qu'il y a 3 White Tigers, il y a Hector. Et quand Hector meurt, c'est Angela qui prend l'identité. Et ensuite, c'est Ava, mais Ava, on la garde peut-être pour plus tard. Mais du coup, ouais, Angela Del Toro, parce qu'Angela Del Toro, c'est la version de White Tiger qui est le plus connectée à Daredevil, c'est que quasiment toutes ces intrigues se déroulent dans des comics Daredevil. Et je trouve que l'actrice, peut-être un poil trop jeune, peut-être qu'elle va devenir White Tiger beaucoup plus tard qu'en saison 2, on verra. Mais on sait qu'elle sera en saison 2, donc peut-être qu'elle va déjà devenir White Tiger. Mais l'actrice est quand même très jeune, mais je trouve que l'actrice est quand même assez charismatique. Je trouve qu'elle a joué assez bien les séquences où elle engueule Matt Murdock, elle s'embrouille, elle veut venger la mort de son oncle, etc. Je trouve que ça marche assez bien. On sent le côté justicière où elle essaye elle-même de pourchasser Muse. Donc il y a des choses qui marchent bien avec elle. Et honnêtement, j'ai hâte de voir son évolution en tant que future White Tiger. On sait qu'ils ont coupé une scène où à la base, l'amulette se serait allumée à son contact. Mais au final, ça, ils l'ont coupé, ce qui me paraît un peu bizarre. Pour moi, ils auraient clairement pu le garder, mais bref. Mais elle c'est aussi un personnage qui a du potentiel et j'ai hâte de voir ce qu'ils feront avec elle également. Parlons également du Punisher en tant qu'appareil des justiciers. Le Punisher, qu'on voit beaucoup moins que prévu, en vérité on le voit pas tant que ça quand même. Mais moi j'avais peur qu'il nous fasse le coup du... Parce qu'en vrai le Punisher, on nous a tout le temps fait ce coup-là. C'est qu'à la fin de la saison 2 de Daredevil, le mec il est devenu le Punisher, intro de la série Punisher, le mec il prend sa retraite. Ensuite, il va redevenir Punisher, fin de saison 1, et il reprend sa retraite. Ensuite, en début de saison 2, il n'est plus le Punisher, et l'intrigue va le ramener en Punisher. Et là, à la fin de la saison 2, on t'a promis que là, il devenait vraiment le Punisher, pour le coup. Et là, dans cette saison 3, dans Born Again, j'avais peur que le mec soit à la retraite et que c'est encore Matt Murdock qui va aller le chercher dans son repère. Mais en fait, non, on te fait comprendre que le mec n'a pas vraiment arrêté d'être le Punisher. C'est qu'après, il semble avoir pris une espèce de pause. C'est qu'on sent qu'il s'est laissé pousser les cheveux, la beubare, etc. Il est beaucoup plus rustique. On le sent plus fatigué, plus mort de l'intérieur. Mais on ressent plus le Punisher des comics, c'est-à-dire un Punisher qui a buté des gens pendant des années, qui mène sa guerre, qui ne finira jamais depuis des années, qui en a marre, qui n'en a pas marre, qui ne s'arrête pas, et qui se condamne à ne pas vivre une vie en fait. Et on le sent vraiment détruit psychologiquement, détruit mentalement. On voit qu'il n'y a plus que le Punisher en lui, quoi. Et je trouve que dans cette fameuse séquence-là, je trouve qu'on nous montre très très bien la malédiction du personnage, à quel point il est détruit mentalement, psychologiquement, et que tout ce qui reste en fait, c'est le Punisher et sa guerre en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui marche bien. Et je trouve que c'était assez pertinent. La scène en elle-même, en termes d'intrigue, n'est pas très pertinente parce qu'à la base, Matt Murdock était là pour le confronter au fait qu'il y a un fan de lui qui est tué White Tiger et en fait, ils ont complètement esquivé l'intrigue
pour nous faire une grosse discussion psychologique de Frank et de Matt qui discutent de l'état d'esprit de Matt qui a failli tuer Dex et du fait que Foggy soit mort et que lui personnellement l'aurait tué, etc. D'ailleurs, Frank c'est le seul qui a appelé Dex Bullseye de tout le Marvel pour l'instant. Petit détail. En plus, il l'a dit en NDR. C'est-à-dire que quand il a dit, ça a été redoublé par-dessus. Ça n'a pas été dit pendant le tournage. Et on sait que Jon Bernthal constitue probablement l'une des grosses raisons de pourquoi ils ont retourné la série. Parce qu'on sait qu'il n'était pas satisfait par le script. Après, j'ai quand même l'impression que la première scène, c'est une scène de l'ancien tournage. Parce que comme j'ai dit, il y a des moments qui ont été redoublés vocalement. C'est-à-dire que cette scène a été repassée après. Donc peut-être que Jon Bernthal avait tourné cette scène-là et que le reste du scénario lui a pas plu du tout, qu'après il s'était barré. Et je suppose que c'est aussi à partir de là que Disney et compagnie se sont dit qu'il fallait refaire la série pour au moins ramener Jon Bernthal en Punisher, parce que Jon Bernthal est extrêmement protecteur du personnage du Punisher, bien sûr, et heureusement, j'ai envie de dire. Et donc cette scène est très très cool, bien sûr, en vrai c'est un gros remake de la fameuse confrontation du toit en saison 2, à la différence que cette fois Daredevil n'a jamais été aussi proche de la moralité du Punisher, elle n'a jamais été aussi proche d'être comme le Punisher, ce qui rend cette séquence très très forte, notamment quand tu vois Matt Murdock en train de craquer, ne pas oser mentionner le nom de Foggy. Donc j'ai trouvé que cette séquence-là marchait bien pour montrer le trauma du Punisher, comment il vit, comment il prend tout ça et comment Matt comprend le Punisher de façon mutuelle, quoi. Donc je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. On voit dans le final popper dans l'appartement de Matt Murdock. Donc là, j'ai bien aimé le fait qu'on joue avec la relation avec Karen. Là encore, on arrive à faire un petit peu d'humour avec le Punisher, ce qui n'était pas quelque chose qu'on faisait tant que ça non plus avec Netflix. J'aime bien la relation qu'il a avec Daredevil, en fait, ça c'est assez fun. Après, ça m'avait un peu surpris encore une fois qu'il connaisse son identité, parce que dans la série Netflix, il connaissait pas son identité, ou en tout cas, on te laisse comprendre qu'il connaissait son identité, mais Daredevil ne savait pas que lui connaissait son identité. Donc c'est vrai que ça m'avait grave surpris que le Punisher sache déjà que Matt était Daredevil, donc après ça nous laisse comprendre qu'ils se sont déjà revus entre temps, ce qui est logique, hein, il y a quand même 7-8 ans d'écart entre les deux séries. Mais ouais, j'aime bien cette relation un peu de vieux couple en fait, c'est que t'as toujours cette confrontation, t'as toujours Daredevil et le Punisher qui se provoquent, qui s'insultent. Chaque fois t'auras toujours cette séquence où t'as le Punisher qui va commencer à provoquer Daredevil en mode ouais tue-le, et là il commence à le tacler en tuant le mec à côté et ça fout les boules à Daredevil. J'aime beaucoup leur dynamique vraiment de frenemies en fait, je trouve que ça marche très bien et c'est assez comique et je trouve ça assez drôle. Et j'ai bien aimé le fait du coup qu'il s'est totalement rasé parce qu'il savait que Karen allait revenir et donc il s'est fait beau pour Karen. Et j'ai trouvé ça assez marrant de mettre le fameux triangle amoureux entre Frank et Karen, en sachant que bien sûr, Karen et Matt vont certainement finir ensemble, puisque Frank ne va jamais accepter Karen dans sa vie. On sent qu'il a une grosse attache envers Karen, mais à chaque fois il va essayer de l'éloigner d'elle en disant de s'en aller, en disant que ouais, t'as pas besoin de moi, barrez-vous, etc. Parce qu'il sait que s'il doit protéger quelqu'un d'autre, ça va l'éloigner de la haine qu'il a par rapport à la mort de sa famille, de penser à quelqu'un comme Karen, quoi. Donc c'est aussi la tragédie du personnage, c'est qu'il est enfermé dans sa guerre et il mettrait quelqu'un en danger s'il impliquait Karen dans sa guerre, quoi. Et puis sa scène d'action, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et la scène d'action, comme j'ai dit en sans spoiler, j'ai trouvé ça très moyen. Le côté ralenti, j'ai trouvé que ça rendait la scène d'action assez molle du genou en fait. Mais j'ai trouvé ça intéressant de bien appuyer le côté addiction du Punisher, c'est que le mec, on sent pas qu'il adore tuer, mais qu'en tout cas ça met sa douleur en pause en fait. C'est à chaque fois qu'il tue. Parce que dès qu'il est en pause, dès qu'il fait sa vie tranquille, il pense qu'à sa famille, aux enfants qu'il a perdus, à la femme qu'il a perdue. Et la seule chose qui lui permet de penser à autre chose, c'est de tuer des criminels, de remplacer sa douleur par la satisfaction, entre guillemets, de voler les vies de personnes qui tuent des gens également. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est bien retranscrit dans cette scène d'action-là, mais ça n'empêche pas que je trouve que le gore est abusé de fou, et que c'était un peu maladroit, je trouvais, dans la manière dont ça a été mis en scène, parce que c'était très très gore, et ça faisait presque apologie de la violence, je trouve. Et puis, il y avait cette séquence que je n'ai pas compris, où tu as le Punisher sur un coup de tête, il se dit, écoute, je vais aller buter toute la milice anti-justicier par moi-même, tout seul comme un grand. Et moi, j'étais persuadé que le Punisher avait un plan en faisant ce truc-là, parce que du coup, il va popper devant tous les anti-justiciers, il va se battre contre eux. La scène d'action, sans être folle, est sympathique en termes de musique. J'aime bien aimer, mais il y a un moment donné, il égorge un gars, et t'as le sang qui va se mettre sur la lampe, et donc la lampe va éclairer en rouge. Une petite idée un peu marrante en termes de mise en scène. La scène d'action est sympa et tout, et en plus, le mec, il réussit à tuer 10 gars en 1 minute, donc c'est le bon vieux Punisher. Et puis Jon Bernthal est toujours excellent, il a toujours ses tics quand il tourne la tête, quand il a le visage un petit peu déboussolé, le côté un peu plus rauque, le dos un peu plus crapu, etc. Et le fait qu'il gueule tout le temps, et la rage qu'il a quand il se bat. J'ai bien aimé le fait qu'il gueule quand il saute du building avec Daredevil, ça se voit que le mec il a un peu de vertige, ça aussi j'ai trouvé ça un peu...
En fait, quand il y a de l'humour, c'est de la bonne humour, en fait. C'est pas de l'humour qui détruit les personnages, c'est de l'humour qui est cohérent avec les personnages. Donc je trouve que ça marche bien, encore une fois. J'ai bien aimé la confrontation où il se confronte à ses fans. Ils sont tous là en train de lui dire que oui, on est super fan de toi, on t'adore, t'es comme un dieu pour nous, on adore ce que tu fais. Et t'as lui qui leur fait clairement comprendre que ouais, mais tu sais pas qui je suis, en fait. Moi, je fais ça parce que j'ai tout perdu, je fais ça pour combler ma douleur, je fais ça pour combler ma rage, mon passé, ma vie, en fait, j'ai plus de vie. Et ça remplace la vie que j'aurais pu avoir. Alors que vous, vous êtes des gars normaux qui avaient une vie, qui avaient des choses à vivre. Et vous, au lieu de vivre votre vie, vous choisissez de m'utiliser moi comme outil, de buter des gens de façon aléatoire, quoi. Alors que c'est pas du tout ce qu'il fait, quoi. C'est des clowns, c'est des imposteurs, c'est des faux gars, personne n'a vécu ce que lui a vécu. Lui, il est légitime dans sa guerre, entre guillemets, quoi. Là où eux, ce sont juste des imposteurs, des clowns, comme il le dit, quoi. Donc j'ai trouvé la confrontation, surtout avec ce plan où t'as tous les logos de Punisher en face de lui, assez terrifiant et assez cool en termes de confrontation, et ça marchait assez bien. Et donc à la fin, il se retrouve enfermé dans la prison de Fisk, et ensuite on voit qu'il se libère. Je trouve que ça fait un peu facilité scénaristique, le fait que t'as ce fanboy qui accepte de lui serrer la main, et lui, il lui brise le bras, et donc il va s'évader. À voir si le spécial du Punisher sera un spécial style invasion. Je pense pas que ce sera ça, parce que la saison 2, je pense que la saison 2 d'Daredevil sortira avant le spécial, parce que John Bertal n'a pas encore tourné le spécial, il est encore en cours d'écriture, et il a encore la dégaine du film L'Odyssée, il a encore le crâne chauve, donc il va pas tourner le Punisher tout de suite, John Bertal. Donc je pense qu'il va s'évader, certes, à voir s'il va faire évader les autres personnages, parce qu'il y a quelques personnages intéressants dans Les Prisonniers, mais je pense que l'histoire sera autre chose qu'une histoire d'évasion, où il va buter des gens. Je pense que ce sera une histoire qui va concerner bien sûr la milice anti-Punisher, anti-justicier, parce que c'est une intrigue des comics. D'ailleurs, c'est fou de voir que la série Disney+ est beaucoup plus anti-policière que la série Netflix, parce qu'ils reprennent cet arc des comics qui est bien sûr un gros parallèle à la réalité, où bien sûr il y a beaucoup de flics qui se servent du logo du Punisher pour commettre des actes atroces, et donc on retranscrit ça dans la fiction, on y fait réagir le Punisher à ça, et ça c'est intéressant. Donc on verra ce qu'ils vont faire pour son spécial, mais honnêtement, j'ai été plutôt satisfait de son retour. J'aurais peut-être aimé quelque chose d'un peu plus complexe. Peut-être, en fait, ce qui me dérange, c'est vraiment le fait qu'il ait foncé tête... A priori, il n'y avait pas de plan, j'ai l'impression. Juste, il a foncé tête baissée pour buter des gens, alors que normalement, le Punisher, c'est un stratège, quoi. C'est un militaire, tacticien, stratège, tout ce qu'il fait, c'est prémédité, il sait ce qu'il fait, il est stratège, il sait tout faire. Et même que ce soit dans sa série, dans la saison de Daredevil, là, ça m'a beaucoup dérangé quand même de rendre le Punisher un peu con, quand même. Sachant que c'était un peu out of character, et j'espère qu'un jour ils vont peut-être nous dire que non, en fait c'était prémédité ou je sais pas, mais ça me dérange un peu de le rendre un peu con, quoi. Je sais qu'il est bestial, entre guillemets, mais ça reste un ancien militaire, quoi. Donc un ancien militaire de marine, donc bref. Ça va quand même un peu déranger. Il y a le personnage de... J'ai pas grand chose à redire sur Karen Page au final, parce qu'on la voit pas tant que ça. Mais comme je dis, le fait qu'elle soit à San Francisco, ça fait pareil au fait que Matt soit à San Francisco dans les comics de Charles Soule. Et c'est vrai que ça fait bizarre de me dire que Karen a quitté Matt, mais au final, comme Matt s'est séparé d'elle, pour moi, au final, c'est plus ou moins cohérent. Et donc, quand elle apprend que Bullseye s'est évadé, c'est là qu'elle revient, qu'elle prend l'avion, et qu'elle se sert de sa relation avec le Punisher pour sauver Daredevil, le Matt Murdock. Donc là, je trouve ça cool de nous montrer que Karen semble vraiment être le terrestre définitif de Matt Murdock. C'est que en saison 2, ils ont break-up, mais ils sont quand même restés bons amis. Mais là, ils ont vécu tellement de choses ensemble, tellement de tragédies. Et là, avec Heather, la relation entre Matt et Heather commence à être de plus en plus compliquée. Et donc, dès que Karen voit, tu vois que le Punisher surtout et que Daredevil, ils sont un petit peu hypnotisés par elle. Donc, c'est assez marrant de voir ça. Et on voit qu'il y a une espèce de triangle amoureux qui est intéressant. Et on voit clairement que oui, Karen, il y a une tension qui se forme entre les deux. Donc, je suis quasiment sûr qu'en saison 2, Karen et Matt, c'est bon, ce sera la relation amoureuse définitive de Matt Murdock, on va dire, le couple parfait entre guillemets, parce qu'ils ont vécu tellement de choses en tellement d'années, donc ça me paraît assez cohérent. Donc c'était cool de l'avoir enquêté avec Matt sur Redwood, de les voir refaire un peu des trucs à la bulletin, comme dans la série Netflix, et donc de l'avoir motivé Matt pour devenir le héros de New York et pour mener sa résistance contre Fisk du coup. Mais en dehors de ça, c'est vrai que j'ai pas grand chose à redire sur Karen. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire en saison 2, du coup elle aura un rôle beaucoup plus important. On a le personnage de Tony Dalton de Swordsman qui revient, de la série Hawkeye d'ailleurs. Et moi j'aime beaucoup Tony Dalton parce que c'est l'acteur qui a joué Lalo Salamanca dans la série Better Call Saul, l'un des méchants les plus charismatiques qu'on ait eu de ces dernières années. Il était excellent, il a un vrai charme, un vrai charisme, et le mec est vraiment parfait pour le rôle de Swordsman, en dehors du fait qu'il soit pas français, parce que le personnage est censé être français, mais bref. Et dans Hawkeye, j'avais trouvé qu'il était très sous-exploité et très très mal utilisé.
Et donc j'étais très content de le voir avoir un petit rôle secondaire de quelques épisodes dans la série Daredevil. Surtout que c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est un personnage qui joue dans les deux tableaux. C'est à la fois c'est un justicier et à la fois c'est un riche. Donc à la fois le mec peut avoir des interactions avec le Caïd et avec Daredevil. Malheureusement on n'a pas vu beaucoup de lui en tant que Swordsman. On voit qu'il est devenu le Swordsman depuis les événements d'Hawkeye et que oui il lutte contre le crime. Mais on explore surtout là le côté Caïd, où comme il fait partie de l'élite, il est contre toutes les lois que le Caïd instaure. Et au bout d'un moment, le Caïd va finir par découvrir qu'il est le Swordsman et par le menacer pour qu'il finance son projet. Et donc à la fin, il se retrouve emprisonné par le Caïd. On verra s'il sera libéré par le Punisher, j'espère, parce que je pense que Swordsman peut être un personnage très très sympa à développer dans une saison 2, en tout cas à recruter pour la fameuse équipe d'alliés de Daredevil, donc l'armée de Daredevil. Donc ça peut être assez cool de voir Swordsman. C'est un personnage que je trouve très très cool, Swordsman, dans les comics, etc. Là, on fait un espèce de justicier qui est riche, mais qui veut quand même aider les plus démunis en tant que riche, tout en gardant une espèce de charisme, de charme un peu à la française. C'est un personnage avec qui on peut faire des choses, et j'ai bien aimé les confrontations qu'il avait avec Fisk, parce qu'il est tellement charismatique. Ça se voit qu'il n'a pas peur de lui, alors qu'il fait 30 cm de moins que lui, quoi. Fisk, il est tellement plus imposant que lui quand il le menace, mais lui n'a pas peur, quoi. Donc on sent que c'est le mec classe, charismatique, charmant, donc j'espère qu'on le reverra assez vite, et qu'on va quand même plus le développer, parce qu'encore une fois, ils ont un très très bon acteur, et je suis content qu'il ne l'ait pas oublié par rapport à la série Hawkeye. Et sinon, il va falloir parler il faut en parler, quoi, de Muse. S'il faut parler de justicier, Muse, encore un long cas. Et là, la vidéo, elle est déjà super longue, à mon avis. Mais Muse, quel potentiel gâché. Le potentiel était incroyable sur Muse. Parce que Muse, déjà, son design est parfait. Pour le coup, le design est parfait. J'adore le détail que son costume soit fait de canevas, de peinture. Ça, c'est assez cool en termes de design, mais le costume, c'est le même que dans les comics. J'ai même bien aimé qu'il lui donne un peu des yeux rouges quand tu as la séquence où tu as Daredevil qui court pour le tabasser. Donc, qui est une idée de mise en scène qui marchait bien, du coup. Pour moi, on était bien parti. J'aimais bien l'introduction lente du personnage. On le voit faire des graffitis sur le Caïd. On repère son admiration pour les justiciers en faisant des graffitis sur le Punisher, sur White Tiger. Et puis on le revoit provoquer le Caïd avec d'autres graffitis. Ils ont coupé dans le montage un graffiti Born Again. Je suis assez déçu qu'il ait coupé, mais ça, on va y revenir plus tard. Mais ouais, pour moi, on était bien parti, quoi. C'est un personnage qui est super important parce que c'est un personnage qui, à la fois, a été inspiré par Daredevil pour devenir un justicier, pour dénoncer des valeurs qui ne sont pas les siennes. Et les valeurs qui ne sont pas les siennes, c'est des valeurs anti-justiciers qui sont représentées par Wilson Fisk, qu'il va donc provoquer en faisant des graffitis. Le problème, c'est que les graffitis il le fait en tuant des gens, en tuant une 60aine de personnes, et en utilisant leur sang pour peindre ces graffitis-là. Donc leur sang devient un outil pour propager sa vision de New York, en fait. Et donc c'est ça qui rend le personnage de Muse très très tordu, en fait. C'est que c'est un mec qui se voit comme un justicier, c'est un mec qui se voit comme un anarchiste qui se veut anti-Fisk, certes, mais il tue des gens pour ça, et en fait quand il tue des gens, il pense qu'il leur donne un plus grand rôle en faisant d'eux des moteurs à son art que la fonction qu'ils auraient eu s'ils étaient encore en vie, en fait. Et moi je trouve que le concept, l'idée du personnage dans les comics, c'est super cool. Ça me dérange pas qu'ils aient pas fait le truc des comics où le mec est un inhumain, parce que dans les comics, Muse serait un inhumain, c'est qu'il a le pouvoir de couper tous les sens autour de lui, et donc Daredevil ne peut pas le repérer. D'ailleurs, ils ont fait une petite référence à ça, quand tu as le perso qui dit que personne ne me voyait, tout le monde m'ignorait quand j'étais jeune, et c'est pour ça que je suis devenu Muse. Bref, mais pour moi, il y avait un vrai potentiel de thématique. En plus, il y a plein de personnages qui sont reliés à l'art dans l'univers de Daredevil, quoi. C'est une opposition à Daredevil, parce que Daredevil, lui, il ne peut pas voir l'art, il est aveugle. Donc c'est vraiment l'opposé de Daredevil. En plus de ça, tu as le personnage de Vanessa qui est fasciné par l'art, tu as le personnage de Adam qui était a priori un artiste, tu as Wilson Fisk qui est obsédé par le tableau du lapin dans La Tempête de Neige. Donc en vrai, tu aurais pu créer tellement de parallèles, de rapports avec l'univers artistique de Daredevil, je sais pas, genre Muse qui provoque l'art de Vanessa, ou je sais pas, ou Fisk qui se sent touché, ou je sais pas, affecté par le fait que tu as cet artiste-là qui démonte un peu son image, alors que lui est aussi quelqu'un qui est touché par l'art, ou Daredevil qui est mis en challenge par ce côté-là, parce qu'au final, Daredevil, la seule fois qu'il est mis en challenge, c'est la séquence un peu bizarre où il touche la peinture de Heather, quoi. Donc il y avait tellement de potentiel thématique sur le côté artistique et sur le côté politique aussi, c'est que Muse, quand tu as tout ce twist où on découvre que c'est le personnage de Bastian. D'ailleurs, j'ai bien aimé le fait que ce soit pas un twist, qu'on le sache direct, parce qu'au final, tout le monde l'avait crémé avant l'heure. Mais on sent qu'il manque un truc, en fait. On sent qu'ils ont coupé des trucs, ou qu'il y a... Genre, tu as la première scène où tu as Bastian qui fait « Ouais, docteur, est-ce que je peux être l'un de vos patients ?» Et puis la prochaine fois qu'on leur voit un Bastian, c'est la séquence où ils ont genre eu 500 séances avant, et c'est la séquence où il révèle qu'il est Muse, où il va essayer de la tuer.
Mais du coup, on a l'impression qu'il manque tout le développement du personnage au milieu, quoi. On a l'impression qu'il y avait des scènes, dans chaque épisode, où on développait, on avait des séquences de thérapie avec Muse et avec Heather, où on développait la psychologie de Muse, on développait ce qu'il pensait, ses avis politiques, ses avis artistiques, etc. Jusqu'à le point où il lui révèle qu'il est Muse, en fait. Donc j'ai l'impression qu'ils ont enlevé tout le développement du personnage, tout ça pour nous lâcher. C'est ça, c'est que le personnage, il aurait pu nous dire que ouais, j'ai été inspiré par Daredevil, parce que oui, tout ce que je vous dis là, on peut l'analyser si on connaît bien les comics, mais en vérité, on peut avoir beaucoup de mal à le comprendre en ne voyant que la série, quoi. C'est que quand tu vois la série, tout ce que tu vois, c'est juste un mec masqué qui fait des graffitis du Punisher, du Caïd, qui semble bien aimer les justiciers, qui semble pas aimer le Caïd, mais c'est tout. Il n'y a même pas cette dimension de quand je tue des gens, ça leur donne une valeur en plus qui deviennent une de mes œuvres que des gens vivants, en fait. On n'a même pas ce truc-là, c'est juste quand on donne l'occasion au personnage de parler de sa personnalité, il va juste dire moi en fait mes parents ils m'ont fait faire du taekwondo et moi je voulais être un artiste. Du coup je suis devenu méchant et un jour je suis devenu Muse et j'ai tué des gens. Voilà. Ils lui ont donné dans une story de merde, de super vilain de comics un peu éclaté au sol, alors qu'ils auraient pu développer tellement de choses sur ce personnage-là. Je sais pas, le fait que Daredevil l'ait inspiré, le fait que la politique de Fisk le dérange, le fait qu'il ait besoin de s'exprimer artistiquement, etc. Ils ont juste fait une origine de méchant de merde, de ouais, mes parents m'aimaient pas, du coup je suis devenu méchant. Quelle origine de merde en plus. Et puis je trouve que ça démystifie un peu le personnage de Muse, qui dans les comics, tu connais pas son identité, il a un visage déjà très très bizarre, mais il a pas d'identité définie, il a pas d'origine story, on sait pas qui c'est. C'est juste une entité, ce personnage c'est une incarnation d'une idée en fait, Muse. Et c'est ça qui marche bien avec ce personnage-là, que je trouve qu'on ressent pas la violence avec ce personnage-là, c'est que le personnage de Muse, pour moi, s'il y a bien un moment où la série peut se permettre d'être violent, d'être choquant, c'est avec lui, parce que Muse c'est un serial killer. Et un serial killer, il est censé être dérangeant, flippant, terrifiant, dégueulasse, dégoûtant. Et là, c'était le moment de nous montrer des morts, quoi. C'est qu'au final, toutes les personnes que Muse tue, il les tue en hors-champ. Tu les vois kidnapper des gens, et ensuite tu vois leurs cadavres. Tu ne vois pas les tuer, en fait. Et tu ne les vois même pas utiliser leur sang pour faire ces peintures aussi. Que pour moi, t'enlèves tout le côté gore et perturbant du personnage-là, le côté choquant, mémorable, qu'aurait pu être ce personnage-là, en enlevant tout le gore, en fait. C'est que ce personnage-là, c'est juste un tueur en série qui tue des gens. Et à un moment donné, il va kidnapper Angela, Daredevil sera pas content, donc il va aller chercher Daredevil. Ils ont essayé de lui donner un rôle important parce que c'est à cause de lui que Wilson Fisk va créer sa task force des comics, et c'est à cause de lui que Daredevil va redevenir Daredevil. Mais j'ai pas l'impression qu'il a eu un poids aussi énorme que ça, quoi. Surtout qu'au final, sa finalité est assez nulle, quoi. C'est que le mec va aller voir sa psychiatre en mode Joker Harley Quinn, il va vouloir tuer sa psychiatre. Tu vois, c'est le truc basique de mec un peu taré qu'on a déjà vu. Les peu de scènes de psychiatrie qu'on avait avec Bullseye en saison 3 étaient mieux foutues que ça, quoi, déjà. Et ensuite, il y a Daredevil qui arrive, scène d'action super mal découpée de merde, et après, il meurt. Comme une merde, tué par Heather. Le seul truc que j'aime bien, c'est que j'aime bien son plan final, c'est juste ça. J'aime bien son plan final, où, en fait, où t'as Daredevil qui va le faire saigner à blanc avec son Billy Club, t'as le sang de Muse qui va se peindre, entre guillemets, sur la toile, et ensuite, quand il meurt, il va tomber sur la toile, il est au centre de la toile avec tout le sang qui habille la toile. C'est lui qui devient sa dernière œuvre artistique. Et ça, visuellement, en termes d'idée de mort, c'est assez cool, effectivement. Mais sa mort en elle-même, se faire buter comme une merde par Heather, c'est assez pauvre. Et le fait qu'on n'ait pas du tout exploité le potentiel qu'on avait avec lui, quoi. En termes de thématique, en termes de violence, même l'acteur. L'acteur Hunter Dwan, c'est un acteur qui est bon, quoi. C'est un acteur qui était très bon dans la série Your Honor, qui a percé avec la série Mercredi. Ça se voit que c'est un acteur qui aurait dû apparaître dans plusieurs épisodes pour qu'on développe sa psychologie. On n'en fait rien. Il n'y a que 2 scènes à visage à découvrir, en fait. Et du coup, pour moi, ça gâche tout sur le personnage, quoi. Non, giga déception. On nous l'avait vraiment vendu comme le grand méchant de la saison, le méchant qui allait obliger Daredevil et le Caïd de s'allier pour l'affronter, un ennemi commun, et en fait non, il meurt comme une merde, et ensuite on se sert de lui pour démarrer la quête d'anéantissement de justicier du Caïd, en fait. Et après ça, il est dead, en fait. Donc j'espère, parce que dans les photos de tournage, on voit qu'il y a une cabine où c'est écrit Muse, donc peut-être qu'il y aura un autre Muse en saison 2. Après, je pense que honnêtement, je pense que c'est des noms de code pour piéger les fans. Honnêtement, je pense que c'est ça. Mais honnêtement, je serais pas du tout contre qu'il y ait que Muse ait inspiré des gens et qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place et qu'il y ait un autre Muse qui apparaisse plus tard. Parce que c'est la première fois que je suis aussi déçu par l'utilisation d'un vilain de Daredevil, quoi. Dans la série Netflix, j'avais jamais ressenti un tel dégoût, presque. Donc, franchement, Muse, sans compter la scène d'action. C'est que la scène d'action de l'épisode 6 est super cool, certes, mais d'où Muse rivalise avec Daredevil, en fait. Bon, on voit qu'en vrai, il rivalise pas. Daredevil est quand même plus fort que lui, ça se voit. Il prend beaucoup plus le dessus que lui, mais d'où, en ayant fait 3 ans de cours de taekwondo, le mec, il est cheaté comme ça, genre. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça n'a tellement pas de sens qu'ils se sont dit, écoutez, pour justifier, en fait, toute son origine story va se baser sur le fait qu'il ait fait du taekwondo, genre. Bref, éclaté.
Voilà. On va parler très vite fait de Bullseye, du coup, j'ai déjà évoqué ce qu'il faisait en épisode 1. Très peu de scènes, mais dans les très peu de scènes où on le voit, il est très marquant et on comprend très bien la psyché du personnage et ça marche bien, quoi. C'est comme j'ai dit, je le préfère dans cette série presque à la saison 3 parce que là il est déjà Bullseye, donc là il est beaucoup plus taré, beaucoup plus timbré, et à la fois on arrive à conserver la tragédie du personnage, quoi. C'est que j'ai bien aimé l'idée très comics, qu'en fait lui que sa vision, peut-être qu'on peut peut-être justifier ça par l'opération qu'il a reçue en saison 3, que sa vue est améliorée, que lui il voit la vue en bleu en fait, là où Daredevil voit plus ou moins sa vue en rouge quand il tombe, quand il se fait tirer dessus à la fin de l'épisode 8. Et d'ailleurs, j'espère qu'un jour ils nous feront un truc avec la vue de Daredevil. Faites-moi des scènes d'action où on voit la vue de Daredevil, s'il vous plaît. J'ai déjà dit dans la critique Netflix, mais je veux qu'ils fassent ça, s'il vous plaît. C'est intéressant de montrer à quel point ça restait une figure tragique, quand même, dans le sens où il prenait des médicaments. C'est marrant parce que Frank, le Punisher, lui, en prend des médicaments pour rester un peu sain, entre guillemets. Mais lui, il prend des médicaments et le jour où Vanessa le libère de l'hôpital, il semblait aller mieux, entre guillemets, il était plus sain d'esprit, et là, Vanessa lui enlève ses médicaments et va le réutiliser pour ses propres plans, quoi. Donc j'ai bien aimé du coup le plan, justement, t'as ce plan sur ce cerf, pour montrer que Bullseye est plus ou moins le chasseur du cerf. En fait, non, le cerf, c'est Vanessa qui va chasser Bullseye. Donc c'est vraiment triste de voir à quel point Bullseye a été manipulé par les fiscs, de voir que même en prison, il aurait pu avoir un avenir un peu plus radieux, quoi, vivre une vie un peu plus saine d'esprit dans l'hôpital. Et au final, non, Vanessa va lui offrir la liberté, certes, mais va lui aussi offrir un chemin de non-retour, quoi. C'est que il va tuer Foggy, l'un des personnages les plus importants de l'univers de Daredevil. D'ailleurs, j'ai bien aimé le Hello Karen qu'il prononce par rapport à la saison 3. Il va tuer ce personnage-là, il va tuer plein d'innocents autour de lui, il va finir en tôle, parce que il a été manipulé par les mauvaises personnes, quoi. C'est pendant toute la saison 3, il avait toutes les clés pour devenir un homme bien, et t'as le Caïd qui débarque et qui le trahit et qui tue sa copine, entre guillemets. C'est un personnage qui a été complètement trahi par les fiscs, et c'est vrai que c'est super cool la manière dont on se demande qui va essayer de tuer. Au final, il n'y a que des ennemis, c'est un personnage qui est extrêmement seul, Bullseye, et c'est aussi ce qui est représenté dans son plan final dans la saison. On voit que lui est tout seul en cavale, et d'ailleurs je serais pas surpris, je trouverais ça très intéressant de peut-être le voir s'allier à Daredevil, peut-être. Ça peut être une idée très intéressante d'utiliser Bullseye de cette manière-là, à voir en saison 2 encore une fois. Mais d'ailleurs, je suis très content qu'ils l'ont pas tué, parce que Bullseye c'est un personnage capital. Dans les ennemis de Daredevil, tu as le Caïd et t'as Bullseye, quoi. C'est un personnage extrêmement important de l'univers de Daredevil, t'as tellement de choses à faire avec lui. Et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas le tuer. D'ailleurs, je suis content qu'il soit encore là, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas le tuer. C'est un personnage qui mérite d'apparaître dans d'autres œuvres, que ce soit dans Thunderbolts ou dans Hawkeye. Il faut le crossover avec d'autres trucs du MCU, en fait. Mais sinon, oui, j'ai bien aimé le fait qu'ils adaptent la séquence des comics où du coup, il a la dent pétée et il se sert de sa dent comme projectile pour s'évader de prison, même si l'évasion de prison est extrêmement facile, encore une fois. Bon, on l'a pas dit, mais voilà, la manière dont il arrive à sortir, c'est quand même très... Ok, il tue un mec, certes, mais là, déjà c'est la seule fois où ses mains sont pas menottées. Il s'évade super facilement, certes. Comme tous les épisodes du milieu, c'est l'ancienne équipe. Je trouve ça marrant que t'as tout la mort de Foggy, t'as Bullseye qui a arrêté dans l'épisode 1, et à l'épisode 8, on se rappelle que, Foggy, il est mort. Foggy, son enquête, il est pas fini. Et si on enquêtait sur la mort de Foggy, et c'est à l'épisode 8 que Fisk se rappelle qu'il y a Bullseye en prison et qu'il peut le faire tuer, parce que c'est la première fois que la nouvelle équipe a retourné un épisode depuis l'épisode 1. Donc j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça drôle, le gros blanc qu'il y a eu entre les épisodes 2 et 7, on parle pas du tout de Bullseye ou de Foggy quasiment. Donc ça, c'était assez marrant. Et donc toute l'intrigue de l'épisode 1 reprend l'épisode 8, où là, il y a vraiment ce côté Daredevil saison 4, on reparle de Nadim, on reparle de la prison, de Bullseye, etc., de Foggy, etc. J'ai bien aimé la rivalité qu'il avait avec Matt Murdock, même si pareil, pas trop de sens en termes de scénario, qu'il appelle Matt Murdock pour rien, limite, et tout ça se finit juste par le fait que Matt lui casse la gueule, alors qu'en vérité, il aurait pu faire ça lui-même, il aurait pu se casser la gueule en se cognant sur un mur, je sais pas, mais il aurait pu se péter là dans lui-même, donc... En termes de confrontation, c'est toujours cool de voir les deux acteurs se confronter parce qu'ils sont super charismatiques. Après, c'était pas nécessaire. Mais bon, on profite toujours des confrontations entre Charlie Cox et Wilson Bethel, les deux sont de très bons acteurs qui mériteraient une plus grosse carrière. En vérité, ils sont très bons. Et c'est vrai que j'ai bien aimé la tragédie autour du personnage qui essaie de tuer Fisk et qui n'y arrive toujours pas. Le mec qui est dans la merde, il est recherché, il est tout seul. Et là, il voit Fisk devenir maire, devenir riche, devenir puissant. Donc j'ai vraiment hâte de voir la vengeance qu'il va mener en saison 2 contre Fisk et voir comment tout cela va se passer. Dommage que son costume soit pas si ouf que ça pour la saison 2. J'espère qu'on aura quand même un truc plus comics accurate par la suite, mais nous verrons la saison 2. Mais Bullseye, c'est le GOAT, excellent personnage encore une fois. Et j'ai oublié d'évoquer les incohérences que j'avais sur Muse, c'est que Muse, dans l'épisode 6, il se fait tabasser de fou par Daredevil, et rappelez-vous de la gueule du Punisher à la fin de la saison 2 de Daredevil. Le mec, on ressent tous les coups de poing qu'il s'est pris durant toute la série, le mec il a que des bleus partout dans le visage, alors que Muse...
il s'est pris des coups assez forts de Daredevil, parce que Daredevil, il avait la haine quand il a affronté Muse, et l'épisode d'après, qui se déroule genre le lendemain, bah tu as Hunter Dwan qui a le visage tout clean, aucun bleu, rien du tout. Genre ça me paraît giga incohérent. Et l'autre point incohérent, c'est que tu as une séquence où tu as Angela qui a des flashbacks, des cauchemars de Muse qui l'a torturé. Et le truc, c'est que les cauchemars que Angela a, ce sont des plans recyclés de l'épisode d'avant, où du coup tu avais Daredevil qui affrontait Muse, tu as Muse qui emmenait Angela. Mais le truc, c'est que Angela était inconsciente durant ces séquences-là. C'est Daredevil qui a dû la réveiller à la fin de l'épisode, mais sinon, toutes les séquences qu'elle a en flashback, en bribes de flashback, c'est des séquences qu'elle n'a pas vécues, c'est du fake. Donc, encore une fois, encore des trucs un peu débiles. Moi, je déteste quand ils font ça. Quand il y a un personnage qui a des cauchemars d'événements qu'elle n'a pas vus ou qui sont juste des images d'archives de l'épisode précédent, qui sont pas du tout du point de vue de la personne. Je trouve que c'est très très flemmard comme truc, et je trouve que c'était très très nul comme délire, mais comme j'ai dit, l'épisode 7, ouais, voilà, ouais. On a aussi le personnage de Cole North qui débarque. Moi j'aime bien le personnage de l'agent Poel. Au début je le détestais parce que bien sûr il y avait tout le délire avec White Tiger. Mais au fait j'ai bien aimé le fait qu'ils en fassent un peu le méchant un peu connard de la série, le fait qu'il soit un connard, il y a vraiment une tête de connard en plus. Et en plus ça se voit qu'il est un peu con, il se fait souvent. J'aime bien la rivalité qu'il a avec Matt Murdock et Daredevil, où il se fait tout le temps prendre le dessus par Matt Murdock. Et c'est typiquement le type de personnage qui peut être assez con, assez détestable et assez drôle entre temps, et qui peut mal finir aussi. Donc il est sympa, mais il y a le personnage de Cole North qui est un personnage très important de l'univers de Daredevil, qui vient de débarquer, qui dans les comics est le personnage principal parmi les différents officiers de l'équipe d'anti-justiciers de Wilson Fisk, à la différence que dans les comics, Cole North c'est un homme bien, qui est obligé par la loi, par ses valeurs, d'obéir au caïd et donc d'arrêter les justiciers, mais au bout d'un moment il va avoir un changement de cœur et il va devenir un allié de Daredevil et des justiciers en fait. C'est un personnage qui, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas vraiment lu son histoire, c'est un personnage qui a une vraie complexité, qui est super intéressant, et là, je trouve que l'acteur est bon, je trouve qu'il a du charisme, il a un sacré regard, mais là on en fait juste un mec, un policier corrompu comme un autre, qui tue des brigands et qui du coup a tué White Tiger du coup. C'est un peu, d'ailleurs je me demande comment ils vont justifier le fait qu'il ait survécu à la grenade, parce qu'on sait qu'il sera en saison 2, mais t'as toute cette séquence où t'as Daredevil qui veut pas le tuer, tout ça pour qu'il y ait une grenade qui explose le bâtiment, donc j'espère qu'ils vont justifier ça, que ce sera pas juste une facilité scénaristique, mais bref. J'espère qu'ils vont beaucoup plus développer ce personnage-là, qu'ils vont lui rajouter beaucoup plus de dimensions, parce que si c'est juste un flic corrompu méchant, ce serait pas ouf, quoi. Après, je sais pas s'il pourrait avoir droit à la rédemption, certes, mais voilà, quoi, ça pourrait être intéressant potentiellement. Une pensée au pauvre Adam aussi, qui a dû avoir l'une des pires vies de l'histoire du MCU, vraiment torturé par Fisk, qui sait pas pourquoi, et là, boum, il se fait descendre par la meuf avec qui il a couché. Penser à lui. Et c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de l'épisode 5, l'épisode de Filler, où tu as Matt Murdock qui va aider le Yusuf Khan, le père de Miss Marvel, à stopper un cambriolage de banque. Et c'est vrai que cet épisode-là, il dénote complètement des autres épisodes. Il y a un côté très Inside Man, donc de Spike Lee. Et moi, j'ai plutôt bien aimé l'épisode, même si le découpage est extrêmement moyen, les scènes d'action sont extrêmement moyens, et l'écriture est pas dingue. Mais moi, ça me dérange pas que Marvel prenne une approche plus télévisuelle, en fait, qu'on de temps en temps nous propose des épisodes un peu one-shot, qui font presque petit run de comics, où Matt Murdock, en dehors d'une grosse aventure, va vivre une petite aventure sympa. Et c'est un peu la sensation que j'avais, c'est que je trouvais que Yusuf Khan, le père, d'ailleurs c'est marrant parce que... c'est marrant. Je trouve que l'acteur est très marrant, très charismatique, il a un côté très léger qui marche bien, mais il est accusé il est accusé de viol. Et c'est ça très très bizarre que c'est toujours cet acteur-là qui revient tout le temps de l'univers Marvel, de Miss Marvel. Et en plus, il te promet un repas avec Miss Marvel à la fin de l'épisode, donc à tous les coups, après avoir mangé chez She-Hulk et Hulk, Matt Murdock va manger chez Miss Marvel, ça peut être marrant d'avoir cette scène-là un jour. Mais moi, ça m'a pas dérangé le crossover avec Miss Marvel, et j'ai trouvé l'épisode plutôt sympa, le côté prison, vraiment le petit et si Matt Murdock se retrouvait coincé dans une prise d'otage dans une banque, en fait. Bon, j'ai peut-être trouvé le côté épisode sympathique un peu abusé, dans le sens où tout le monde est habillé en vert, le méchant il est habillé en vert, c'est des Irlandais en plus les méchants, donc c'était peut-être un peu trop caricatural. Et caricatural au point où même le diamant fait un bruit de cartoon aussi, quand t'as le diamant qui pop. Et jusqu'à le combat final où il brise la jambe du mec en mode un peu gratuit. C'était pas un épisode de fou, mais c'est un épisode que j'ai trouvé sympa en milieu de saison, qui me dérange pas, et je suis pas content d'avoir des petites aventures comme ça pour développer d'autres aspects du lore de Daredevil, on va dire. Donc voilà pour cela, et donc je pense qu'on va juste faire un bilan final sur la fin de la saison, quoi. C'est que maintenant New York est sous la cour martiale, New York a subi un blackout, qui m'a beaucoup fait penser au comics Punisher Blackout, où justement dans ce comics-là, t'as tout New York
t'as New York qui est en blackout, et du coup on voit bien les étoiles de la ville de New York, et visiblement ça fait un plan très comics, et c'est assez beau visuellement. Et je trouve que ces réalisateurs-là, ils sont très très bons pour faire des visuels très comics, entre le fait de changer la température de la couleur en rouge, en bleu, même le plan de fin de Daredevil qui est cadré par les journaux qui remplacent la vitre du bar de Josie, qui ne parle que de Wilson Fisk. Donc Wilson Fisk qui entoure Daredevil en fin de plan de saison, je trouve que c'est un plan qui est assez stylé, qui fait très comic book aussi. Donc je trouve qu'ils ont un très bon travail de composition en termes de plans et d'idées visuelles, ça je trouve ça assez cool. Dernière partie de la vidéo, nous allons maintenant entrer dans la partie checklist des détails que j'ai oublié d'évoquer durant la critique, donc que je vous fais vocalement sur la série Daredevil Born Again, donc plein de petits détails intéressants que je pense pourraient être intéressants de vous développer par rapport à mon avis et aux petites informations qu'on a vues sur la conception de la série. Bah déjà, j'ai complètement omis de dire que oui, la série s'appelle Daredevil Born Again, mais n'est pas une adaptation du comic book Born Again, qui avait été déjà adapté par Netflix durant la saison 3, qui était plus ou moins une adaptation de ce comics iconique qu'est Born Again. Le titre Born Again a surtout été utilisé un peu de la même manière que Spider-Man Homecoming, pour symboliser le côté retour à la maison, renaissance, revival. Donc c'est plus le terme en lui-même que le comics qui est adapté, quoi. Les seuls aspects qu'on pourrait relever peut-être de Born Again, c'est un peu la tonalité de l'œuvre, où comme dans Born Again, tu as un Matt Murdock au plus bas et un Wilson Fisk au plus haut. Mais en dehors de cela, on n'est pas du tout sur une adaptation du comics. J'ai aussi oublié d'évoquer que cette série utilise beaucoup de chansons préexistantes. Là, il me semble que Netflix utilisait très très peu et se basait beaucoup sur la composition originale. Et c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre d'avoir une série Daredevil avec des chansons dedans qui pop de temps en temps. Peut-être qu'il y en a un poil trop, c'est vrai, qu'on aimerait peut-être que la BO des frères Newton soit beaucoup plus transparente, beaucoup plus par rapport à cela. Surtout qu'on a des chansons un peu trop populaires des fois qui peuvent peut-être te sortir de l'œuvre. On finit la saison sur du Radiohead par exemple. Donc ça aussi c'est un truc qui me dérange pas dans l'absolu, mais rend la BO de base en dessous quand même de Netflix. J'aime bien l'acteur qui joue le commissaire Gallo parce qu'il a joué dans The Leftovers, ce chef-d'œuvre que vous devez aller voir. Voilà. On découvre que les réalisateurs du nouveau tournage ont eu davantage d'idées intéressantes que ce que j'ai pu évoquer dans la vidéo, notamment le fait que les lumières de couleur, que ce soit sur le champ de vision de Bullseye ou de Daredevil, n'aient pas été altérées dans la post-prod de l'œuvre en fait. Ils n'ont pas changé la température en post-prod, ils ont carrément ramené des lights et allumé les lights dans le tournage en fait. Donc les lumières bleues sont de véritables lumières bleues, quoi. Ça n'a pas été retouché en post-prod. Donc il y a quelque chose peut-être de plus authentique par rapport à cela, comme les séquences du BB Report où on a appris qu'en fait, durant ces séquences-là, en fait, les réalisateurs ont engagé une équipe de seconds réalisateurs qui a en fait interviewé de véritables New-Yorkais dehors sur la situation. Donc ça va être marrant puisque je suppose qu'eux ils connaissent pas du tout la série Daredevil, donc je suppose qu'on doit à chaque fois leur contextualiser la série et leur demander d'improviser une réponse. Mais voilà, pour le côté un peu plus authentique, vraisemblable, ce sont des vraies personnes, des vrais New-Yorkais qui ont été interviewés du coup dans le BB Report, donc encore un point qu'on peut trouver intéressant. Petit détail que j'ai pas évoqué, mais c'est vrai que Karen était sur le point de sortir son pistolet contre Bullseye dans l'épisode 1, ce qui est cohérent par rapport au fait que dans la série Daredevil, elle avait toujours un pistolet sur elle, donc qui était cohérent par rapport à ce qu'elle avait subi durant le pilote de la série. Du coup, oui, on peut repérer que Wilson Bethel, je trouve que Wilson Bethel, son personnage de Bullseye, est peut-être celui qui ressort le plus, qui semble le plus être le personnage qui sort le plus de la saison 3 de Daredevil en fait, dans le sens où il préserve littéralement toutes les mimiques connues du personnage, notamment le fait qu'il aime bien jouer avec un stylo pour se canaliser, et ça il le fait quand il est en prison, mais il le fait avec la main vide, parce qu'il n'a pas le droit de tenir d'objet. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a l'attention du détail qui est assez intéressante. Et puis il y a aussi le fait qu'il y ait toujours son OTD, je sais plus c'est quoi le terme en français, mais le fait qu'il soit très maniaque et qu'il soit très à cheval sur le fait que chaque chose soit alignée. Et dès sa première scène, d'ailleurs, il est en train de réajuster l'ampoule, et durant sa dernière scène, il réajuste le tableau aussi. Donc des détails qu'il avait dans la saison 3 de Daredevil, qui reviennent dans cette série également. Et donc, j'avais parlé des blessures de Muse qui étaient complètement absentes de son visage alors que le mec s'était fait tabasser par Daredevil. Eh bien, techniquement, on a eu également la même chose avec les flics dans l'épisode 2. Parce qu'à la fin de l'épisode 2, il faut se rappeler que Powell et compagnie se sont fait tabasser par Matt Murdock à la fin. Et l'épisode 3, moi j'étais personnellement très très surpris de voir qu'ils allaient bien, que Powell allait bien, qu'il avait quelques bleus sur le visage, mais qu'en dehors de cela, il pouvait avancer tranquillement, il était là, il était immobile. Et moi j'ai trouvé ça très très bizarre parce que pour moi, le mec il devait finir à l'hosto pendant un mois quoi. Surtout qu'on sait que l'épisode 3 se déroule plus ou moins le lendemain, je crois, de l'épisode 2, donc c'est vrai que ça a sorti du truc, c'est que on te fait des scènes d'action violentes, juste pour la violence, et puis les conséquences en fait, c'est que cette violence n'a pas d'impact en fait. Donc je trouve qu'il y a plein de choses comme ça qui sont un peu trop faciles, on va dire. Donc il y a aussi l'évasion de Matt Murdock dans le final, qui oui, au début je pensais que c'était cohérent, mais en fait non, c'est pas cohérent du tout, c'est incohérent du coup, où il y a Buck qui est sur le point de rentrer dans l'hôpital pour empoisonner et tuer Matt Murdock, et quand il y arrive, Matt Murdock est plus dans son lit d'hôpital. Le truc c'est que
Matt Murdock, on voit que Matt Murdock est sorti par la porte de l'hôpital. On voit le plan d'après où il est en train de marcher dans les couloirs de l'hôpital avec la porte derrière lui, ce qui signifie qu'il a pu sortir que par la porte de l'hôpital. Et du coup, comment il a pu esquiver Buck alors que Buck lui est rentré par la porte aussi. Donc pour moi, c'est vrai que sa séquence d'évasion de l'hôpital n'a aucun sens. Donc ça fait aussi partie de ces nombreuses facilités scénaristiques que l'on peut relever. Et quand je vous disais que là, je pense qu'on va faire une petite partie un peu Muse, donc j'ai vraiment pas fini avec Muse, mais quand je vous dis que l'épisode 7 est probablement l'épisode le plus mauvais de tout l'univers de Daredevil, on peut remarquer qu'il y a une déjà, je crois que c'est la seule scène d'action de Daredevil qui a été tournée par l'ancien tournage. Et ça se voit parce qu'on voit que son masque est assez mal ajusté, on voit que son nez est beaucoup plus bas et beaucoup plus costaud que dans la série de base, où normalement on voit un petit peu plus son nez à lui, et pas le nez du masque, alors que là le nez du masque est beaucoup trop lisible, on va dire, et rapproché. Et donc ça lui donne un peu une tête de con que l'on voit du coup durant tout l'épisode 7, avec son masque. Et puis il y a beaucoup de choses qui me dérangent avec Muse. Déjà il faut savoir que Muse à la base devait être le fils de la famille Sledge, donc les riches que l'on voit du coup dans cette saison que Fisk soudoie. Et je sais pas si dans l'intrigue ça aurait été super intéressant et super important, mais au moins ça aurait créé un lien entre Muse et Fisk qui aurait peut-être été plus fort que ce qu'on a eu dans la série, mais il devait s'appeler Bastian Sledge et non Bastian Cooper. Et à chaque fois qu'on prononce le nom Cooper dans la série, on voit que ça a été redoublé en NDR, donc doublé en post-prod, du coup, pour changer le nom de famille qui n'était pas censé être son nom de famille à la base. Ouais, et puis moi j'avoue que l'introduction de Muse dans l'épisode 3, je crois, l'épisode 4, où on le voit juste au début et à la fin, je trouve qu'on ressent le fait que ce sont des séquences qui proviennent de l'épisode 6, genre qu'ils ont juste casé dans l'épisode 4 pour te dire attention il arrive, parce que le truc c'est qu'il apparaît au début et à la fin, mais dans le milieu il n'y a rien qui lui concerne. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a des montages qui sont un peu bizarres dans cette saison, exactement comme la séquence entre Daredevil et le Punisher dans l'épisode 4, dans le sens où cette séquence-là, par exemple, provient de l'épisode 6 à la base, et donc a été intégrée au montage bien plus tard. Donc on sent qu'il y a eu des montages qui ont été alternés un peu partout comme ça. Dans les comics, sur l'introduction de Muse est beaucoup plus forte que dans la série, je trouve, dans le sens où je trouve ça plus intéressant que ce soit Daredevil qui découvre que les peintures de Muse soient faites de sang, parce que lui, il ne voit pas les peintures certes, mais il ressent l'odeur du sang, la texture du sang. Et du coup, ça fait un reveal assez choc, parce que quand il a ce reveal-là, il découvre aussi la base de Muse qui est remplie de cadavres pendus, tout son repère. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, mais qui malheureusement dans la série a été largement atténué, parce que là, c'est un nettoyeur de ville qui découvre le sang, et on joue un peu à l'humour quand Fisk découvre ce truc-là. Et puis, à chaque fois, dans la base de Muse, il y a que 3 cadavres que l'on voit pendus. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on les voit, on a le même plan que j'ai répété 3-4 fois pour montrer à quel point ils n'avaient pas de budget, ils ne voulaient pas oser faire un Muse qui était super gore, alors que le mec a tué 60 personnes, donc bref, on va encore gueuler sur ça. Et puis, il y a aussi le fait que Muse, dans les comics, c'est un personnage très très bavard, qui se considère comme un artiste, qui parle tout le temps d'art et de façon métaphorique, alors que là, on a le droit au cliché du serial killer, qui du coup ne parle pas, qui est peut-être plus menaçant, juste par le fait qu'il soit masqué et mystérieux. Et ils ont même adapté la séquence où il y a deux filles qui veulent faire un selfie avec lui, et dans le comics, il fait le selfie et ensuite il les kidnappe. Alors que là, dans la série, comme il parle pas, il va juste les attaquer directement. Et c'est vrai que c'est quand même assez cliché, c'est vrai que je me serais demandé qu'est-ce que ça aurait donné un Muse un peu plus bavard, un peu plus jovial avec les gens avant qu'il les tue. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez dommage aussi. Et dernier point peut-être sur Muse, il y a aussi le fait que toute sa backstory, c'est vraiment de l'exposition très mal faite par Wilson Fisk, qui est en train de lire le dossier à la flic qu'il a déjà lu, juste parce qu'il faut que quelqu'un nous explique d'où le mec il vient. Donc il y a plein de facilités comme ça. Bon, et l'épisode 7, vraiment, quelle déception encore une fois. Et donc on a aussi, je trouvais ça assez intéressant que Fisk voulait faire de Matt Murdock un martyr en le faisant assassiner par Buck, dans le sens où s'il serait mort en martyr, en fait il serait mort pour toutes les valeurs auxquelles il lutte contre, en fait, toutes les valeurs que Fisk représente. Et c'est vrai que ça c'était une idée qui était intéressante, que Fisk voulait exploiter le fait que Daredevil était HS, qu'il lui avait sauvé la vie, pour se servir de lui, pour qu'il soit un moteur à sa cause à lui, à Fisk. Donc c'est vrai que ça c'était une idée qui était plutôt intéressante dans le côté un peu plus symbolique de la chose. Et donc j'ai envie de me poser une question aussi intéressante de base, que je n'ai pas évoquée dans cette critique-là, mais est-ce que ce n'est pas un peu relou d'encore avoir le Caïd en tant qu'antagoniste d'une œuvre Daredevil ? Dans le sens où le Caïd, c'est le pire ennemi de Daredevil, mais c'est le pire ennemi de Daredevil depuis les années 80. Et Daredevil a été créé dans les années 60, où durant cette période, le Caïd était juste un ennemi de Spider-Man depuis près de 20 ans. Et le truc, c'est que, pour moi, le Caïd peut exister sans Daredevil, on l'a bien vu avec les séries Hawkeye et Echo, et parce que ce serait intéressant de le confronter à Spider-Man, et Daredevil a d'autres antagonistes que seulement le Caïd. Daredevil n'est pas
éternellement collé au Caïd, quoi. La saison 2 de Daredevil, le Caïd n'était pas l'antagoniste, c'était la main, par exemple. Et c'est vrai que je me pose la question de est-ce qu'il faudrait pas se calmer avec le Caïd et peut-être quand même nous mettre d'autres antagonistes du lore de Daredevil au lieu de tirer la corde sur lui. Et parce que dans le sens où Daredevil a plein d'ennemis, Typhoid Mary, Mr. Fear, Muse bien sûr, Bullseye qu'on pourrait laisser un peu plus seul, Lady Bullseye, etc., le gladiateur, etc., le hibou. Donc c'est vrai que, et la main bien sûr, avec Elektra, pour l'instant je ressens pas ce ressentiment de lassitude, dans le sens où pour moi, la série Hawkeye et Echo avait tellement disgracié le Caïd, il avait tellement mal écrit et mal fait, que voir un Caïd bien écrit et plutôt bien mené dans cette saison de Born Again m'a fait du bien, et puis je pense que son intrigue était la plus intéressante des deux, entre Matt et lui, dans cette saison. Mais c'est vrai que c'est une question qui, un jour, que je me pose quand même, parce que je les vois pas non plus, s'ils font une saison par an, au bout d'un moment, il faudra se débarrasser du Caïd et conclure l'intrigue. Est-ce qu'un jour, ils vont finir par tuer le Caïd, et après on aura des saisons de Daredevil sans lui, quoi. Je me demande vraiment si ils s'attachent à ce point, au fait, que les deux soient inséparables dans l'œuvre, quoi. Donc il y a aussi cette question-là que je me pose, et j'avais pas évoqué aussi l'idée qui était sympa, où après qu'il ait tabassé Adam, le Caïd, sa genou se pose dans la prison, dans le cachot de Adam. Et c'est vrai que c'est intéressant de ressentir un Wilson Fisk qui est pris par son boulot de maire, qui est respecté par personne. Le seul endroit où il est un peu éclairant en douche, comme si c'était quelque chose de divin, où il a l'air de se sentir bien, mais c'est dans une prison en fait. Donc est-ce que c'est un peu quelque chose qui symbolise le retour du Caïd tel qu'on le connaît en fait. Et j'avais oublié d'évoquer aussi ce petit jeu de mise en scène entre les scènes entre Vanessa et Wilson. En fait, quand les deux sont en train de dîner, les deux sont à l'extrémité d'une table au début. Donc ils sont très éloignés de l'un à l'autre. Et plus la série avance, et plus ils sont plus proches l'un à l'autre de la table. Ils ne sont plus à l'extrémité. Et je crois que ça c'était plus ou moins un hommage à Citizen Kane, où tu avais un peu plus ou moins ce même style de structure à l'époque, bien sûr. Donc encore des petites idées intéressantes dans la mise en scène. Et il faut savoir que la mort de White Tiger a été reshootée, ce n'était pas Camar de los Reyes qui portait le costume durant la séquence de White Tiger, parce qu'à la base, White Tiger devait se faire tuer par un flic corrompu, ce que là, ils l'ont reshooté de manière à ce qu'on montre que ce flic corrompu avait le logo du Punisher, pour le relier à Cole North, et à l'intrigue ensuite qu'ils ont du coup amorcé avec le nouveau tournage. Et pour terminer, dernier détail, je trouve que le méchant irlandais, avec son masque vert dans l'épisode final dans l'épisode 5, ressemble un petit peu au Sin Eater, un autre ennemi de Daredevil et de Spider-Man, même s'il n'a rien à voir, mais ça c'était ma petite anecdote. Donc voilà pour tous les détails que je pensais évoquer. Et du coup, tu as cette fin où Daredevil va recruter une équipe. En vrai, assez déçu que le premier plan de l'équipe, c'est juste les flics qu'on avait vus depuis le début dans la série, donc ça c'est pas ouf, mais je pense qu'au fil de la saison, il va effectivement recruter des personnages. Donc, je vais faire des petites théories sur la saison 2. D'ailleurs, alléluia, Daredevil aura enfin son double D en saison 2. Et comme cette fois, Matt Murdock aura disparu parce que son public a explosé, je trouve ça aussi facile que t'as Daredevil qui pop dans l'appartement de Matt Murdock et que personne ne se doute de rien dans la scène d'action, que peut-être que Daredevil et Matt Murdock, mais bref, je diverge un peu, mais comme je dis, il y a beaucoup de facilité scénaristique dans cette série. Et du coup, je suis quasiment sûr qu'il y aura des justiciers qui vont rejoindre la team de Daredevil dans cette saison 2. Donc le Punisher peut-être s'il pop pendant la saison, Swordsman s'il a été libéré par le Punisher, Angela qui va devenir White Tiger, et également Jessica Jones. Je pense que Jessica Jones sera là parce que Kristen Ritter est en train de shooter la série Dexter en même temps, et on a vu il y a pas longtemps Charlie Cox et Kristen Ritter au même endroit au même moment, donc je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant également. Donc on verra ce qu'ils vont faire avec peut-être même Bullseye qui va essayer de tuer Fisk, et peut-être que les deux vont s'opposer comme on voit dans les photos de tournage. On voit qu'on va revoir là le gymnase Fogwell, et on voit que Fisk va faire un match caritatif contre un gars dans le gymnase, donc ça peut être cool de voir des scènes d'action du Caïd également, et qui maintenant sera tout le temps fringué en blanc, et ça c'est cool. Et j'attends de voir ce que va faire Bullseye dans cette saison, maintenant qu'il va essayer de peut-être buter Fisk, peut-être faire des choses un peu plus cool avec lui, voir Karen et Matt Murdock partir incognito, que ce soit en tant que Matt Murdock avec une perruque rousse pour Karen, ou Daredevil, en tant que Daredevil avec un costume noir très très stylé qui fait beaucoup penser à Shadowland. À voir s'ils vont adapter Shadowland, mais à mon avis, je pense pas qu'on aura des trucs style La Main ou Elektra dans cette saison. Je pense que ce sera plus en saison 3. Là, je pense qu'on sera encore sur un truc beaucoup plus terre à terre et urbain dans cette saison 2. Encore une fois, ce sera la partie 2 de la saison 1. En fait, la saison 1 a un côté très introductif, et là, ce sera un peu la culmination de ça. C'est qu'on sera sur une grosse adaptation télévisuelle de Devil's Reign, en fait. En fait, ce sera totalement ça. Et j'espère vraiment que l'équipe va s'agrandir, parce que personnellement, moi, je trouve ça quand même... C'est sur ça que je me plaignais plus ou moins, mais je trouve ça quand même surréaliste qu'on n'ait aucun Avenger, aucun héros du MCU qui soit là, quoi. C'est que oui, on a mentionné Spider-Man, ce qui était cool, mais moi, je trouve ça quand même invraisemblable que Spider-Man ne soit pas là, genre. J'espère comment il va mentionner cette situation du maire Fisk qui fout la merde dans son film Spider-Man, j'espère au moins, ou que Fisk apparaisse dans le film Spider-Man, ce serait le rêve, mais après non. Mais voilà, il faut que Cade affronte Spider-Man un jour, ça y a pas le choix, c'est le rêve de tout le monde, même s'il y a des problèmes de droit, mais je m'en fous, faut le faire.
Mais pour moi, il manque plein de héros, quoi. Genre, Echo aussi peut rejoindre l'équipe, des Avengers, quoi. Ils ont vécu dans la tour Avengers pendant quelques années, pourquoi il n'y a pas un Avenger qui va réagir? T'as New York, la ville la plus peuplée des États-Unis, qui est sous la loi martiale, pourquoi Captain America il intervient pas pour voir le truc? Plus tard, on aura les événements du film Thunderbolts, où t'as Sentry qui va complètement démonter New York, et je suis quasiment persuadé qu'ils vont jamais évoquer cet événement-là dans la saison 2. Donc c'est vrai que le truc, c'est qu'on est sur New York, le Caïd c'est le roi de New York, et ça me dérange de ne pas voir tout l'univers Marvel réagir au fait que Caïd ait pris le contrôle de New York, en fait. C'est bien que des projets soient autonomes, mais là on a atteint un stade où tu peux pas faire plus puissant pour un personnage, et moi ça me dérange vraiment quand même qu'on ne montre pas la réaction des autres héros du MCU, quoi. Pour moi, il faut moins évoquer dans les films que ouais, à New York c'est pas ouf en ce moment, je sais pas, mais ça me paraît bizarre. Spider-Man ça me dérange vraiment, quoi, mais j'espère qu'au moins qu'ils nous font un film Spider-Man street level avec le Caïd à un moment donné. Mais vraiment cette fin, j'attends de voir comment ils vont faire. J'espère qu'ils vont peut-être nous introduire des nouveaux justiciers pour un peu varier le ratio. Ramenez-nous Melvin. Je veux le gladiateur dans l'équipe, s'il vous plaît, ce serait cool. On sait qu'il y aura l'acteur Matthew Lillard, qui est connu pour FNAF, Sammy Scooby-Doo et Scream, qui sera dans la série. J'aimerais beaucoup le voir jouer Mr. Fear, ça peut être aussi un méchant un petit peu vigilante qui va être intéressant. L'avantage du côté justicier, c'est qu'on peut avoir plein de méchants avec des masques et des costumes maintenant, donc on peut avoir un côté plus comique sur saison 2. Et j'espère vraiment que cette saison 2 sera vraiment bien. Comme j'ai dit, cette saison 1 était assez bancale, et donc je vais pas non plus avoir trop confiance sur tout ce qui peut arriver, mais n'empêche que ils m'ont donné envie, et j'espère que cette saison 2 sera au niveau. Malgré le fait que les audiences de la série soient assez faibles, c'est que la saison 1 a fait de moins bons démarrages que Agatha All Along, par exemple, et je sais pas si les audiences se sont stabilisées entre temps, mais effectivement, peut-être que le public de la série Netflix est effectivement un public de niche, au final, et qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont vu Netflix, au final, et qui ont vu cette série, je sais pas. Mais j'espère que la série se maintiendra et qu'il saura maintenir un cap de qualité qui fera qu'on pourra avoir une saison par an, et une intrigue intéressante bien écrite, et que j'espère que Daredevil sera respecté tout simplement. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'en peux plus, je vais me coucher, donc j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo, ça va prendre des plombes à monter ça, je vais pas sortir ça tout de suite. Donc merci, j'ai passé le week-end entier là-dessus. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, et ciao.